aujourd'hui, nouveau webinaire de la INF, les TMS au bureau, parlons-en. Je vais avoir pour ça le plaisir d'accueillir Pascal et puis on verra tout à l'heure également Christophe qui viendra nous rejoindre pour une partie mise en pratique. Quelques petites règles déjà de bon fonctionnement pour éviter les petits soucis techniques. Si vous pouvez éteindre vos caméras et vos micros, hormis les deux présentateurs qui vont m'accompagner pendant cette première partie. Vous pourrez, à l'issue de cette présentation, réouvrir vos micros et vos caméras dans la deuxième partie, la partie questions-réponses. Donc, on va en avoir à peu près pour 40-45 minutes et puis après, on prendra toutes vos questions. Bien sûr, tout au long de la présentation, vous pouvez nous poser les questions sur la partie conversation. Je verrai si je prendrai les questions en direct, si elles vont dans le sens de la présentation. Si jamais elles sont un petit peu plus spécifiques, on les prendra à la fin, ne vous inquiétez pas. Dernier point plutôt avant de démarrer, ce webinaire est enregistré. Vous recevrez dans les jours qui suivent le replay, ainsi que des petites notes qu'on vous expliquera tout au long de cette présentation. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à ce replay. Voilà, eh bien, on va démarrer. Premier point déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas et pour qui ce serait la première fois qu'ils participeraient à un webinaire de l'ANF. Très rapide présentation de l'association. Donc, on est une association reconnue d'utilité publique depuis 1897, qui a pour but de prévenir les risques professionnels et de promouvoir la sécurité, la santé et la qualité de vie au travail. Donc, de voir le côté risque, mais aussi le côté bénéfice de mettre en place des mesures de prévention, hein. Quand on parle de promotion, on voit bien les deux côtés, la partie risque et la partie avantage pour l'entreprise. Alors, chaque mois, vous pouvez nous retrouver au travers des webinaires. Aujourd'hui, on va parler des TMS au bureau. Au mois de juin, on aura une intervention sur la prévention de l'absentéisme et donc de la qualité de vie au travail. Et puis, début juillet, sur les premiers secours en santé mentale. On connaissait les premiers secours classiques pour les accidents et les blessures. Et là, on verra la partie santé mentale. Vous retrouverez ces informations sur notre site internet ou plus simplement sur LinkedIn, comme la plupart d'entre vous aujourd'hui qui nous ont rejoints grâce à LinkedIn. Et puis, bien sûr, pour nos adhérents, vous avez un certain nombre d'avantages, hein. Bien sûr, tous les replays, toutes les présentations de nos intervenants, une veille réglementaire, une bourse également qui permet de vous aider à financer des stages étudiants, des formations qui sont organisées dans nos locaux, une aide également, un outil d'aide à l'évaluation de ces pratiques et de mise en place des meilleures pratiques du moment, des outils prêts à l'emploi également, des documents que vous pouvez personnaliser par la suite. Voilà, vous pouvez retrouver un petit peu plus. Je vous ai mis le QR code et je vous laisse le temps de le flasher d'une petite présentation qu'on a fait fin d'année dernière sur les différentes possibilités grâce à la INF. Voilà, et puis si vous l'aurez certainement remarqué, je vous ai parlé du mois de juin et du mois de juillet, je ne pouvais pas parler du mois de mai. En mai, en fait, on fera l'avant-première de notre prochaine journée régionale de la prévention. Donc cette année, on a décidé de mettre l'humain au cœur de la prévention. Donc on vous a préparé une après-midi, hein, ça se passe le 22 juin après-midi dans les locaux de l'UIMM à Hénin-Beaumont. On a comme partenaire les différentes UIMM des Hauts-de-France et puis on a également la RACT qui est partenaire organisateur et puis Préventica qui nous aide dans la diffusion de cet événement. On programme trois interventions. Une, je dirais, plutôt basée sur les neurosciences et notre cerveau et les dysfonctionnements que notre cerveau nous fait prendre à tous. Une deuxième partie plus orientée sur l'apprentissage et les outils qui peuvent être mis à disposition des bonnes pratiques en matière de sécurité. Et puis un troisième volet sur le leadership et le management vers le zéro accident.
Tout ça sous les yeux de trois responsables dirigeants dans des entreprises, dans des grandes entreprises des Hauts-de-France. On vous en dira plus lors de l'avant-première, donc le 16 mai à 11 heures. Vous retrouverez également toutes les informations sur notre site ou sur LinkedIn. Et puis, vous avez dès à présent aussi le QR code pour vous inscrire à cette journée régionale de la prévention, la JRP 2023. Voilà. Une fois ces présentations de l'AINF faites, je reviens au sujet du jour, les TMS au bureau, parlons-en. Alors, juste pour introduire le sujet et introduire l'intervention de Pascal, quelques chiffres. Les derniers chiffres connus de l'assurance maladie, donc je dirais la partie privée de l'emploi en France. En 2021, sur un petit peu moins de 50 000 maladies professionnelles reconnues par l'assurance maladie, 86% sont liés à des troubles musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques, si on les analyse dedans, on va voir très rapidement, et vous le voyez sur la figure de droite, que les parties les plus touchées, ça va être la partie haute du corps, principalement main, poignée, doigt à hauteur de 40%, le coude à hauteur de 20%. Donc on va être sur 60% sur cette partie-là. Si on rajoute à ça les épaules et le dos, qu'on verra également pouvoir avoir un impact dans les TMS au bureau. C'est une grande partie. Alors bien sûr, ça touche l'ensemble des professions, ça ne touche pas que le bureau, mais on voit aujourd'hui que les TMS liés au bras, coudes, mains, poignets, doigts, sont tout de même les plus importantes et c'est ce qui représente en nombre le plus grand nombre de troubles musculo-squelettiques en France. Alors, quand on parle de troubles musculo-squelettiques, d'une manière générale, on va parler de quoi? On va parler d'un déséquilibre entre les capacités physiques du corps et les sollicitations. Alors, on pense toujours aux sollicitations, je dirais, plus mécaniques, d'efforts à fournir, d'angles articulaires. Là, il est bien précisé également on va avoir tout ce qui est contrainte. Et je pense que Pascal reviendra dessus dans un deuxième temps. Les contraintes, ça va être l'environnement de travail, ça peut être le froid, ça peut être le chaud, ça peut être le stress également, ça peut être des contraintes organisationnelles. Donc, il faut bien voir que c'est ce déséquilibre entre les capacités d'un côté du corps et de l'autre côté, les sollicitations plus mécaniques et les contraintes qu'on va exercer en supplément. Autre point très important quand on parle des troubles musculo-squelettiques, eh bien, c'est quelque chose qui va souvent s'installer de façon progressive. C'est pas un jour J où le problème arrive, c'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps. Alors, ça va être la répétition, bien sûr, d'un mouvement, de conditions et de contraintes répétitives. Ça va être également lié au vieillissement des uns et des autres, bien sûr, puisque on est tous à vieillir. Donc, il faut bien toujours intégrer ces deux choses-là, la notion de temps et la notion de déséquilibre. Dernier point, et après je donne la parole à Pascal. J'ai retrouvé alors c'est une vieille version de l'INRS, l'ED 957, qui est spécifique au TMS des membres supérieurs et sur les risques spécifiques liés au travail informatisé. Et, parce qu'on ne va pas parler d'effort, on va très peu parler d'angle articulaire, contrairement à tous les TMS. Et d'une manière générale, pour les TMS, je vous renverrai vers justement nos autres interventions qu'on a pu faire, que ce soit webinaire ou conférence, et également à la prochaine conférence qu'on organisera sur Préventique à Paris. Donc, contrairement au TMS en général, sur la partie travail informatisé, on va avoir deux facteurs de risque importants, la répétitivité et la posture statique. Donc, trop peu de mouvement et d'une manière très répétitive, que ce soit le clic sur la souris, etc., etc. On va y revenir derrière et Pascal va nous l'expliquer un petit peu plus haut. Et d'un autre côté, donc, quels sont quels sont les facteurs? Ça va être l'écran qui va être mal positionné par rapport à la nuque principalement, hein, par rapport au positionnement de la tête. Euh, hop. On va avoir l'appui en continu du poignet qui va se retrouver posé sur la table.
Là, je vois que quelqu'un a repris la main, ça ne va pas. Et puis, la dernière chose, ça va être l'utilisation prolongée d'une souris éloignée du clavier qui va faire qu'on va faire des efforts, que ce soit sur l'épaule ou sur le coude. Voilà les éléments introductifs. Je vais donner maintenant la parole à Pascal. Je vais d'abord vous laisser vous présenter, Pascal et Christophe, et puis bah, voilà, nous expliquer les bonnes pratiques sur les troubles musculo-squelettiques par rapport au fonctionnement dans les bureaux. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Eric. Ah, je vous ai aperçu là. Ça y est, on vous voit. Vous On- terminez on- l'allocution et Voilà, on me on vous voit. a aperçu. J'ai lâché le partage d'écran et on me voit. Bon, tout va bien alors. Bah, ça va. Très bien. Bah, en tout cas, merci Eric hein, pour votre invitation à ce webinaire sur les TMS au bureau. Alors moi, je suis Pascal Thibault, société Dicma, et nous sommes spécialisés dans les solutions de dictée et de reconnaissance vocale. Donc les TMS, on connaît plutôt bien parce qu'on les côtoie au quotidien. Et Christophe, je te laisse te présenter. Eh ben, bonjour, oui, merci Pascal. Je m'appelle Christophe Van Mighem. Je suis responsable du channel, responsable commercial chez Nuance. Et Nuance est une société américaine qui développe des solutions connectées, innovantes dans le domaine de la voix et de la reconnaissance vocale. Donc, on se reverra en toute fin de présentation pour une démonstration de l'une de ces solutions notamment. Très bien. Eh bien, merci. Alors, les TMS au bureau, on va dire qu'on en parle relativement peu, mais j'ai envie de dire de plus en plus quand même, et c'est tant mieux parce que les risques professionnels liés aux activités de bureau sont moins visibles, mais ils ne sont pas pour autant absents et nécessitent vraiment des mesures de prévention adaptées. Alors, il faut savoir que pour chaque accident, chaque maladie professionnelle, ce sont les fonctionnements et la performance des entreprises qui sont touchées, hein. Et les conséquences peuvent être vraiment importantes. On parle d'absentéisme, surcharge de travail, des clients mécontents, de la perte de compétences, etc., etc. Bref, une activité qui peut être complètement désorganisée. Voilà, donc je vais modestement vous sensibiliser au risque de TMS au bureau et vous donner quelques mesures de prévention. Voilà, donc la présentation est un petit peu longue, mais euh, hop. Voilà, donc nous nous sommes présentés. Alors moi, je ne suis pas ergonome, hein, je pense que vous l'avez compris, mais comme je vous l'ai dit, on côtoie au quotidien des personnes qui se plaignent de passer des heures et des heures par jour quasi immobiles, assis devant leur bureau. Alors pour vous prodiguer les meilleurs conseils, je me suis entouré en fait d'un vrai professionnel qui est Benoît Corbin, que je remercie, qui est consultant ergonome au sein du groupe JLO. Alors, le groupe GLO, c'est un acteur majeur, un conseil en RH et qualité de vie et des conditions de travail. Alors, j'en profite pour vous indiquer que si vous êtes de passage au salon Préventica, l'INF est présente, mais le groupe JLO sera présent également, ainsi que la société Dicma que je représente, qui aura un stand. Donc, si vous êtes de passage, n'hésitez pas à passer, vous serez bien entendu les bienvenus. Alors, au niveau du sommaire, alors, je vais commencer mon déroulé par quelques idées reçues hein, sur les TMS au bureau. Ensuite, quels sont les TMS au bureau les plus couramment observés? Quelques chiffres, enfin, assez impressionnants, vous verrez, j'en ai pas beaucoup, mais ils sont assez impressionnants. Les risques encourus, comment les prévenir, avec un focus sur la dictée vocale qui évite bien des mots, sans jeu de mots, bien entendu. Celle-ci était facile. Et puis, nous terminerons sur vos questions et nos réponses. Alors, au niveau des idées reçues, voilà, donc la première, c'est que les TMS ne concernent que les travailleurs manuels. Alors, il est possible que vous croyiez toujours qu'il est sain de travailler confortablement, installé dans un fauteuil bien douillet. Mais malheureusement, en fait, ce n'est qu'illusoire, hein. De même que la répétition du même geste associé à une mauvaise posture et à une inactivité physique soutenue est aussi nocive pour la santé que la manutention de charges lourdes. Donc les TMS ne concernent donc pas seulement les travailleurs manuels, mais également tous ceux qui travaillent dans des bureaux et qui effectuent des tâches répétitives, monotones, bah, comme la frappe au clavier, la saisie de données, la consultation d'écran, etc.
Hem, les TMS, sont dus à des problèmes ergonomiques uniquement. Alors, bien que l'ergonomie, joue un rôle important dans la prévention des TMS, elle n'est vraiment pas le seul facteur, hein, loin de là. D'autres facteurs, comme l'a indiqué Eric tout à l'heure, tels que le stress, la charge mentale et la durée peuvent également contribuer à l'apparition des TMS. Les TMS sont uniquement liés à la position assise. Alors, la position assise prolongée est effectivement un facteur de risque important. De nombreuses études ont maintenant prouvé que le travail sédentaire, alors qu'il soit effectué dans un bureau ou ailleurs, peut avoir des conséquences extrêmement préjudiciables pour la santé lorsqu'il est maintenu dans la durée. Mais il existe en fait d'autres positions, hein, et mouvements qui peuvent causer des TMS, tels que les mouvements répétitifs du poignet ou les positions maintenues du bras et de l'épaule. Les TMS ne peuvent pas être prévenus, pardon. Alors c'est bien entendu une idée fausse, hein, et au contraire, comme le souligne une récente brochure de l'INRS, donc l'INRS, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité, les employeurs sont maintenant tenus, de mieux évaluer et prévenir le risque professionnel qui est vraiment insidieux, représenté par les postures sédentaires, par exemple. Alors, c'est une brochure que vous pouvez facilement télécharger sur le site de l'INRS. Alors, bien sûr qu'il existe des mesures préventives pour réduire les risques de TMS au bureau. Et la bonne nouvelle, bah, c'est qu'elles ne sont pas nécessairement ni contraignantes ni onéreuse. Donc ce petit fascicule, il existe également en version papier, hein, donc pour ceux qui me voient, je la montre, à l'écran et si vous êtes sur Preventica, sur le stand de la CARSAT, hein, ou de la CNAM, j'imagine que ces brochures seront bien entendu, disponibles. On mettra le lien avec le replay Oui, ouais, vers ouais, le ça site de serait bien. l'INRS avec les différentes supports, les différentes ED qui peuvent exister sur les TMS. Ouais, très, très bien. Alors, les TMS, liés au travail de bureau, alors une brève explication, en de quoi on parle lorsqu'on parle de TMS liés au travail de bureau? Eh bien, ce sont, vous savez, ces douleurs ou ces troubles qui touchent les muscles, les tendons, les nerfs, les articulations et qui résultent vraiment d'une sollicitation, pardon, excessive, prolongée ou répétitive de certaines parties du corps. Alors, ils sont dus à des gestes et des positions répétitifs, statiques, qui peuvent entraîner une surcharge de certaines parties du corps, telles que le cou, les épaules, le poignet, les mains, le dos, les jambes. Alors, ces TMF vraiment peuvent être causés pardon, par des facteurs tels que la position assise prolongée, la mauvaise posture, la saisie de données, la consultation d'écran, la frappe au clavier, l'utilisation de la souris, le téléphone, la charge mentale, le stress, etc. Alors, je ne vais pas vous citer tous les TMS liés au travail de bureau, hein, mais parmi eux, on retrouve essentiellement alors le syndrome du canal carpien, ce fameux syndrome du canal carpien. Alors, c'est quoi? En fait, c'est un trouble qui affecte les mains et les poignets. Donc les symptômes comprennent des picotements, des engourdissements, des douleurs dans les mains, les poignets, les doigts, au point qu'une intervention est parfois, et j'ai envie de dire presque souvent, nécessaire. Donc les préhensions répétées ou en force soutenue, ou bien des mouvements répétés du poignet et du doigt lors de gestes professionnels sont associés au syndrome du canal carpien. Alors parmi ces gestes, on retrouve évidemment au premier plan les mouvements de frappe au clavier, hein. Hem, Ensuite, la tendinite, alors elle se caractérise par une inflammation d'un tendon qui se produit généralement dans les épaules, les coudes et les poignets. Alors les symptômes incluent là aussi des douleurs, des gonflements, des raideurs au point que, et je sais de quoi je parle, hein, vous ne pouvez, moi j'en ai eu au coude, vous ne pouvez mais même pas, soulever une bouteille d'eau, hein, à moitié pleine, hein, pour dire. Donc quand on parle de tendinite, on parle souvent également du syndrome de la souris. Donc différentes régions corporelles sont vraiment concernées par ce syndrome de la souris. L'épaule, le poignet, le coude, la main, mais c'est pas tout, mais également les doigts, les cervicales, l'avant-bras, le bras, les vertèbres dorsales, en fait, vraiment tout le haut du corps, hein, on s'imagine pas. On peut dire que tout utilisateur d'ordinateur peut se retrouver un jour victime du syndrome de la souris. Donc, l'utilisation d'une souris d'ordinateur, aussi docile soit-elle, s'accompagne de gestes et de postures qui peuvent être vraiment néfastes pour votre santé. Donc, la dangerosité du clic prête souvent à sourire, mais c'est oublier que cette action est répétée mais plusieurs centaines,
plusieurs milliers de fois par jour. Alors, je suis sûr qu'à partir de cet instant, vous n'allez plus regarder votre souris du même œil et vous aurez bien raison. Alors, ensuite, qui n'a pas eu mal au dos? Cette fameuse lombalgie qui s'exprime sous la forme d'une douleur parfois intense au niveau des vertèbres lombaires, hein, situées, en bas du dos. Alors on l'appelle communément, mal de dos, lumbago, tour de rein. Alors les causes peuvent être la mauvaise posture, le stress, la fatigue et cetera. Alors, incroyable mais vrai, mais une étude réalisée, en 2013, a démontré que les personnes exerçant leur métier, majoritairement en posture assise, passaient en moyenne, tenez-vous bien, 9h46 de leur temps en posture sédentaire, dont plus de 6 heures pour le travail. Donc ça représente en fait 60 du temps total. Alors évidemment que la position assise n'est pas du tout physiologique, et donc très mauvaise pour nos lombaires. Donc si vous exercez un travail de bureau, bah, vous pouvez malheureusement faire partie des victimes, dont je suis également avec la tendinite, de ces troubles lombalgiques qui, bah, s'ils sont bénins dans un premier temps, peuvent être très rapidement, être plus graves, faute, de traitement. Alors, enfin, on trouve les troubles cervicaux. Alors eux se caractérisent par des douleurs dans la région, cervicale, hein, au niveau du cou. Et sont souvent causés par une mauvaise posture, des mouvements répétitifs, un manque d'exercice, le stress et une utilisation prolongée de l'ordinateur ou du téléphone portable, hein. Vous savez, le fameux téléphone, si on n'a pas ses écouteurs qu'on tient entre l'épaule et l'oreille, c'est pas bon du tout. Voilà, donc une mauvaise ergonomie au travail peut également jouer un rôle vraiment important dans l'apparition de ces troubles. Alors quelques chiffres, hein, je vais passer rapidement là-dessus, mais je ne vais pas vous asséner de chiffres, mais ils démontrent que les TMS pour le personnel de bureau, sont une vraie préoccupation importante, car une étude menée par l'Agence européenne de la sécurité et de la santé au travail, l'OSHA, a révélé que les TMS touchent environ 40 des travailleurs de bureau en Europe. Alors, sans surprise, bah, les parties les plus touchées du corps sont le cou, les épaules, le dos et les poignets. Alors, autre chiffre également, donc là, c'est une enquête réalisée par Opinionway, qui est assez récente, en 2020. Donc, 50 des salariés français travaillant dans un bureau ont déclaré avoir déjà souffert de douleurs chroniques au niveau du dos, des épaules et du cou. Donc les parties du corps les plus touchées par les TMS en France, mais ici comme ailleurs, sans surprise, donc sont le dos à 45 des cas, les membres supérieurs à 26 et le cou à 14 donc d'après la CNAM, et ça c'est un chiffre également enfin assez impressionnant, les TMS de bureau représentent plus de 1 million de journées perdues par an. Donc en vertu de ces données, vraiment, importantes, les postures sédentaires sont maintenant vraiment considérées comme un authentique risque professionnel qui nécessite des actions d'évaluation de prévention de la part de l'employeur, alors au point que l'INRS indique que les situations de travail qui engendrent des postures sédentaires doivent être identifiées, analysées, vous savez, au fameux document unique d'évaluation des risques professionnels, hein, le DUERP. Alors sur les risques maintenant, hem, les risques, liés au travail de bureau, alors parmi ces risques, on retrouve évidemment la position assise prolongée. Alors il faut savoir que les postures sédentaires prolongées ont des effets vraiment délétères qui sont bien documentés aujourd'hui sur la santé des travailleurs. Donc l'INRS, toujours eux, l'INRS avertit que les personnes qui sont exposées présentent une augmentation du taux de mortalité, toutes causes confondues, y compris cardiovasculaire, et un risque accru de cancer, d'obésité, de diabète de type 2 et de pathologies, cardiovasculaires. Donc c'est sérieux, d'autant que les postures sédentaires peuvent également avoir des effets néfastes sur la charge, mentale. Il Alors est tra recommandé, excuse-moi Pascal, hein, il est ouais, recommandé par rapport à ces postures sédentaires, d'avoir au minimum 30 minutes d'activité par jour. Alors ça peut être de la marche, hein, il ne s'agit pas de faire du sport, mais d'avoir 30 minutes d'activité. Donc si vous êtes dans des bureaux, en tout cas, il est fortement recommandé au moment des pauses, le matin ou le soir, de pouvoir quand même avoir ce minimum de 30 minutes qui est recommandé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé.
Ouais, absolument, absolument. Oui, oui, je reviendrai dessus après, mais c'est important, 30 minutes, ça p alors évidemment, on va pas prendre des pauses toutes les 30 minutes, mais comme je vais l'indiquer après, voilà, mais 2 minutes suffisent, hein. L'idée, c'est vraiment de changer de posture, de marcher, pas longtemps et ça suffit. Donc les risques visuels, alors travailler fréquemment sur un écran d'ordinateur peut causer plusieurs risques visuels comme la fatigue oculaire, des maux de tête, une vision floue, des picotements, des éblouissements, et voire même de la myopie temporaire. Les yeux secs, on a tous connu ça et surtout cela peut aussi aggraver des problèmes préexistants tels que la myopie, l'astigmatie et la presbytie, hein, donc ça accélère également en même temps tout ça. Les RPS, hein, les risques psychosociaux, alors eux sont liés également, bah, au travail sédentaire au bureau, de plusieurs manières. Les postures sédentaires prolongées, bien sûr, la nécessité de se concentrer sur des tâches répétitives pendant de longues périodes peuvent entraîner un stress physique et psychologique, notamment des TMS et des problèmes de santé mentale tels que, bah, l'anxiété et jusqu'à la dépression, hein. Donc le manque d'exercice physique peut également augmenter les niveaux de stress et affecter, ben, négativement l'humeur et la qualité de vie, hein. Donc le manque d'interaction sociale également en raison de l'isolement lié au travail sédentaire, hein, on est seul sur son bureau, peut également, augmenter les niveaux de stress et de solitude. Mais alors c'est vrai en entreprise, mais c'est également lié, enfin au télétravail. Donc le travail à distance peut, alors également augmenter les risques de TMS, car beaucoup, alors par choix ou par nécessité, alors travaillent sur leur canapé ou dans leur lit. Alors ça peut être à l'instant T des positions relativement confortables, mais en réalité pas du tout. Ces positions dites confortables le sont en fait vraiment pas et peuvent causer des problèmes de posture et des douleurs dorsales. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les risques liés au travail de bureau sont principalement liés à la posture, à la répétitivité, hein, des gestes et l'utilisation prolongée d'outils informatiques tels que le clavier, et la souris. Alors, quelques mesures, de prévention de TMS sur, alors de manière générale, alors évidemment, on va voir juste après quelques tips qui sont liés à des mesures de prévention spécifiques pour des risques bien identifiés. Mais avant tout, je voulais aborder quelques mesures de prévention en général, qui sont vraiment pour certaines des mesures de prévention, mais de bon sens. Mais je pense qu'il est toujours bon de rappeler. Alors ça peut paraître évident, mais c'est de prendre des pauses en fait, des pauses régulières pour éviter de travailler dans la même position pendant de longues périodes. Donc les pauses vraiment, aident à soulager la pression sur les muscles, les tendons, les articulations et vraiment à réduire le risque des TMS. Donc il est recommandé de prendre un minimum de pauses, toutes les heures. Alors ne serait-ce que pour se lever, ne s'étirer tout simplement et faire quelques exercices, évidemment si possible, hein. Alors, c'est adopter également une bonne posture. Hem, voilà, pour aider à réduire la pression sur les muscles, toujours, les muscles, les tendons, les articulations, hein, les TMS sont liés à tout ça. Alors, on évite évidemment le travail avachi sur son fauteuil, hein. Il est important au contraire de s'asseoir droit, de garder les épaules détendues, de garder les bras et les jambes également à angle droit, c'est important. Alors on peut les croiser évidemment de temps en temps. L'idée c'est de changer de posture, mais vraiment le plus possible de garder les jambes à angle droit, les bras également. Important de placer l'écran à la bonne hauteur et de positionner la souris et le clavier à proximité de l'utilisateur, hein. Eric l'a dit en préambule, mais c'est important et je reviendrai dessus sur les mesures de prévention spécifiques. Hem, voilà. Alors l'exercice régulier aide à renforcer également les muscles et les tendons, à ce qui peut réduire, bah, indirectement le risque de TMS, hein. Donc je peux que vous encourager, à faire de l'exercice régulièrement, alors que ce soit en pratiquant une activité sportive, mais marcher, ça suffit, faire du yoga, ça suffit également. Adopter l'environnement de travail pour éviter les risques de TMS. Alors ça peut inclure l'utilisation d'un équipement ergonomique, comme un fauteuil, hein, ou un bureau, vous savez, ajustable en hauteur, un support pour les avant-bras, un clavier, une souris ergonomique. Hem, alors, qui dit travail au bureau dit forcément frappe au clavier soutenu. Ah, il est donc important également que les personnels de bureau soient encouragés à utiliser, la dictée vocale pour réduire la pression sur les muscles, les poignets et en vérité sur tous les avant-bras, mais on y viendra bien entendu plus en détail, vraiment dans quelques minutes. Hem et puis, ben, la sensibilisation, hein, qui est un élément important de prévention des TMS. Les salariés doivent vraiment être informés des risques liés à leur travail
et des mesures préventives qu'ils peuvent prendre pour réduire leur risque de TMS. Donc les employeurs, peuvent organiser des séances de sensibilisation, des formations sur l'ergonomie, des campagnes de prévention pour aider à réduire le risque. Alors, d'autant que les actions de prévention, ne sont pas coûteuses et que les solutions, sont éprouvées, et rentables. Hem, Peut-être juste un petit point, Pascal, une petite interruption. Justement, hein, sur la sensibilisation des salariés, pour l'avoir fait moi précédemment dans l'entreprise où j'étais avant, ça avait été de prendre les gens en poste au bureau dans leur position normale, bien évidemment avec leur accord, mais pour leur montrer à quel point le fait de ne pas avoir réglé correctement leur écran, le fait de ne pas avoir réglé correctement leur siège, ils voyaient d'eux-mêmes la position qu'ils adoptaient et ça y arriver à mieux se corriger en fait et à comprendre l'intérêt, pourquoi mettre un écran plus haut, pourquoi régler mieux son siège et en faisant la photo avant et après, la photo dans laquelle ils s'installaient classiquement, hein, avachis dans un fauteuil, sur un PC portable avec la tête cassée en deux, voilà. Et une fois qu'on avait fait les réglages, les recommandations, hein, qu'on peut retrouver un petit peu partout, on prenait les deux photos avant et après. Et en fait, ça aide beaucoup à la communication. Il faut bien sûr le faire avec des volontaires, mais ça aide beaucoup sur la compréhension dessus. Et il ne faut pas hésiter à aller rechercher leur avis une semaine ou 15 jours plus tard, parce que très souvent, ils avouent que les douleurs qu'ils pouvaient ressentir dans le cou, dans le bas du dos, ont disparu au bout d'une semaine ou 15 jours. Et voilà, donc c'est des choses extrêmement simples, absolument pas coûteuses, et qui favorisent l'échange entre la personne en charge de cette prévention et la personne qui est sur son ordinateur. Voire même, on peut se le faire sur soi-même, hein, ça, on est aussi de temps en temps à corriger. ouais, complètement. Ça, c'est au quotidien. Au Oui. quotidien. Alors moi, je vais revenir sur 4 mesures de prévention spécifiques, hein. Alors je les ai pas toutes retenues, mais j'ai vraiment pris les plus importantes. Donc les mesures de prévention sur la position assise prolongée, la position devant l'écran, l'utilisation de la souris et la frappe, au clavier. Alors, pour la position assise prolongée, alors on l'a vu, elle peut causer des TMS, en particulier dans les régions du dos, du cou. Alors, pour prévenir cela, il est vraiment recommandé de prendre des pauses régulières. Alors, des pauses régulières, alors ça ne veut pas dire, rester sur son fauteuil, hein, en train de consulter son téléphone parce que ça ne changera pas grand-chose, on est d'accord? Il faut vraiment rompre régulièrement, le maintien des postures sédentaires. Alors, comme l'a dit, mais très justement Eric, c'est toutes les 30 minutes et limiter au maximum la durée totale des postures sédentaires, idéalement à 5 heures par jour. Donc l'important, en fait, c'est vraiment l'alternance, des postures. C'est se lever, faire quelques pas, mais 2 minutes suffisent, hein. Le simple fait de marcher permet de mettre en action, en fait, l'ensemble du corps et tout ça suffit. On a tous la possibilité de mener certaines activités debout. On peut imaginer qu'on peut faire certaines réunions, courtes, debout, se déplacer, vous savez, jusqu'à son collègue, hein, dans le bureau d'à côté ou à 2 bureaux, plus loin, plutôt que de recourir par facilité et systématiquement, à l'email alors qu'on est à quelques mètres, au chat ou au téléphone. Et puis pourquoi pas installer peut-être, les photocopieuses ou les imprimantes à l'écart des postes de travail. Là aussi pour forcer, multiplier les déplacements brefs, au cours de la journée, mais au moins ça permet de se lever, s'étirer, marcher un petit peu et ça, c'est vraiment, vraiment la règle. Quant à la posture, proprement parler, j'ai envie de dire qu'il y a vraiment pas de posture idéale, hein, il faut pas la chercher, elle n'existe pas. En revanche, il existe, une posture de moindre inconfort, comme vous pouvez le voir à l'écran. Cela passe par le réglage de la hauteur de votre chaise de bureau, de votre fauteuil, de sorte que vos pieds soient plats sur le sol, que vos genoux soient à angle droit, comme les bras. En gros, il faut faire en sorte que les hanches soient légèrement plus hautes que les genoux. Alors bon, pour cela, les repose-pieds peuvent parfois être indispensables. C'est s'asseoir bien droit et garder les épaules détendues. Si les bras sont soutenus par des accoudoirs, hein, si vous avez un fauteuil, c'est forcément plus facile. Il faut vraiment aussi vraiment veiller à ce que les coudes, comme les jambes, soient à angle droit. Et on verra comment pour ça, après en fonction également de votre position du clavier. Et puis enfin, la colonne vertébrale qui doit être alignée avec, le dos de la chaise et pas avachi, voilà, et à moitié couché sur son clavier. Ça, c'est pas bon du tout. Hem
Ensuite, on a, oui, alors la position voilà, devant l'écran. Alors, une mauvaise position devant l'écran, vraiment, peut causer des TMS, en particulier dans les régions du cou, des épaules et des yeux. Alors, pour prévenir ceci, il est recommandé en fait de positionner déjà l'écran à la bonne hauteur et de le placer à une distance d'environ un bras de l'utilisateur. Donc, c'est facile à mesurer, hein. Vous tendez votre bras et l'écran doit être vraiment au bout de votre main. Et quant à la hauteur optimale du centre de l'écran, il doit correspondre en fait à une direction du regard qui est inclinée de 10 à 20% au-dessous du plan horizontal qui passe à la hauteur des yeux. Donc la hauteur de l'écran est très importante, car plus un écran est placé haut par rapport aux yeux, et plus on relève l'axe du regard. Et en fait, moins on cligne des yeux. Et la rareté du clignotement des paupières provoque ce qu'on appelle le syndrome. Alors après le syndrome de la souris, c'est le syndrome de l'œil, le syndrome de l'œil sec, qui se caractérise en fait, alors évidemment en dehors de toute pathologie et prise de médicaments, mais par un manque de larmes provoquant en fait des sensations de brûlure ou d'irritation. Donc ça, c'est important. Et puis n'hésitez pas à ajuster également la luminosité de l'écran, hein, pour éviter la fatigue oculaire. Bon, tous les écrans en sont dotés évidemment aujourd'hui. Voilà, l'utilisation de la souris. Donc, il faut savoir que l'utilisation prolongée de la souris, on l'a vu tout à l'heure, mais peut causer des TMS. Alors, dans les mains, les poignets et puis tous les avant-bras, hein, donc coudes, épaules, donc tout y passe. Donc là aussi, pour prévenir cela, il est recommandé d'une souris ergonomique. Il en existe tout un tas dans le commerce, hein, et souvent vraiment guère plus cher qu'une souris classique. Ça peut être une souris verticale, hein, pour éviter les risques des tendinites, l'inflammation du canal carpien. On peut trouver donc des souris qu'on appelle roller mousse également, qui se placent devant le clavier. Alors, important aussi, veillez à ce que la souris soit toujours à la même hauteur de votre poignet, hein, selon la hauteur de votre bureau. Le poignet doit vraiment être dans le prolongement de l'avant-bras et pas être à moitié, voilà, moitié penché, donc c'est pas bon. Et puis placez votre souris à proximité du clavier, le plus rapproché possible afin de conserver en fait un bon alignement épaules, coudes et poignets. Voilà. Et puis, j'ai envie de dire également, alors, ça m'a surpris en préparant cette présentation, un petit peu comme les sportifs de haut niveau, hein, les sportifs de la souris. Avant de manier votre souris, faites des exercices d'étirement des mains et des poignets. En fait, il suffit tout simplement de tirer les muscles des doigts en attrapant votre main et puis en tirant dessus. Alors, n'arrachez-vous pas les doigts évidemment, mais tirez dessus doucement pendant 30 secondes. Voilà, donc tout ça, ça améliore la souplesse des muscles et puis ça réduit vraiment les tensions musculaires. Et puis enfin, évidemment la frappe au clavier, parce que l'utilisation de la souris s'accompagne évidemment de la frappe, au clavier. C'est donc double peine pour les TMS dans les mains, les poignets et les avant-bras. Donc pour prévenir cela, il est recommandé, comme pour la souris, d'utiliser un clavier ergonomique avec un support pour les poignets si possible. Et puis vraiment, les personnels de bureau doivent également être encouragés à prendre des pauses régulières, hein, et à faire des exercices comme la souris, d'étirement des mains, et des poignets. Donc c'est très facile à faire, hein, donc ne pas hésiter. Alors attention également, aux mitraillettes du clavier. J'ai envie de dire par là, c'est attention, au rythme de frappe. Plus la vitesse de frappe est élevée, plus le risque des TMS le sera, également. Vérifiez bien également que votre clavier se trouve bien en face de l'écran et pas en décalé, hein, parce que forcément vous aurez une torsion du haut du corps, qui sera pas bonne du tout. Et puis que votre clavier se trouve à une distance de 15 centimètres environ, du bord du bureau. Alors à ce propos, je vous invite tous à regarder votre clavier, où il se trouve, et à mesurer à vue d'œil, la distance entre votre clavier et le bord du bureau. Et je suis certain que la plupart d'entre vous a son clavier bien au-delà de ces 15 centimètres. Alors, c'est-à-dire que lorsque vous frappez au clavier, si le clavier est vraiment plus loin de ces 15 centimètres du bureau, forcément, vous avez le poignet en extension, et voire même l'avant-bras en pronation complète, sans être opposé, et ce qui aggrave, mais vraiment, les risques des TMS. Et puis enfin, la dictée vocale qui aide évidemment à prévenir les TMS liés à la frappe au clavier, voire l'utilisation de la souris.
Et j'ai envie de dire qu'on n'a pas trouvé mieux à ce jour que la dictée vocale pour prévenir les risques de TMS liés à l'utilisation prolongée du clavier et de la souris. Alors, mais vraiment, les personnels de bureau doivent là aussi être encouragés à utiliser cette solution. Alors, qui est souvent méconnue, hein. Je serais curieux de savoir quelles sont parmi vous les personnes qui connaissent la dictée vocale, qui l'ont vue ou qui l'ont utilisée. Hem, et malheureusement, lorsqu'elle est, connue, bah, les retours ne sont pas toujours très positifs, en fait. Ça marche pas, je passe plus de temps à corriger qu'à taper, et cetera, et cetera. Alors oui, c'est vrai pour certaines fonctionnalités, mais pas pour des solutions spécifiques, dont une que va vous monter Christophe là maintenant dans quelques secondes. Voilà, alors voilà, pour terminer sur la dictée vocale, vraiment au secours de vos mots, c'est en gros qu'est-ce que la dictée vocale? Alors, qu'on appelle également communément la reconnaissance vocale, hein, les 2 se disent. Et bien, c'est tout simplement le fait d'écrire en fait sur son ordinateur à la voix en s'affranchissant le plus possible du clavier et le plus possible de la souris. Donc la dictée vocale, bah, c'est une technologie qui vous permet de dicter du texte à votre ordinateur plutôt que de le taper manuellement sur votre clavier. Donc elle utilise pour cela la reconnaissance vocale pour transcrire les mots prononcés en texte écrit. Donc je ne parle pas là, pardon, de fonctionnalités basiques, hein, que vous pouvez trouver sur votre ordinateur, hein, probablement. Elles existent, mais bien de solutions abouties, performantes, qui permettent de produire quasiment 100 de vos textes à la voix et surtout dans n'importe quelle zone de texte de votre ordinateur, sans utiliser votre clavier. Alors bien sûr, bah, comme toute solution de prévention, hein, il est important de comprendre les besoins et les risques spécifiques, associés à la tâche ou à l'activité avant d'intégrer la reconnaissance vocale dans le processus de travail et puis de fournir une formation adéquate au personnel sur la manière d'utiliser efficacement la reconnaissance vocale et ainsi, que tous les avantages qu'elle offre en matière de santé et de prévention des TMS. Voilà donc, Christophe, peut-être avant de te donner la main pour la démonstration, est-ce que tu souhaites, voilà, ajouter quelque chose sur la dictée vocale que tu connais, Non, très, très bien? mmh. Merci Pascal. Non, je pense que tes explications étaient parfaitement claires, précises, que tu as parfaitement décrit le principe de la dictée, de son mode de fonctionnement. Donc, je vous propose plutôt d'enchaîner maintenant sur la démonstration. Volontairement, j'ai pas mis ma caméra parce que depuis ce matin, bah, j'ai plus la fibre. Donc, je travaille avec une connexion 4G partagée. Si jamais je venais être déconnecté, je me reconnecterai immédiatement. Veuillez m'en excuser par ailleurs. Donc, je vais vous partager mon écran tout de suite. Donc j'arrête ma présentation, moi, de mon côté. Voilà, je viens de partager l'écran. Vous me dites si l'écran Tout est va bien bien, partagé. tout Ça va? tout va bien, oui. Super, très bien. Alors, en parlant de la solution, bah, la voici, la voilà. C'est cette petite interface minimaliste que vous voyez à l'écran et qui s'articule en fait sur un profil vocal individuel. Là où les fonctionnalités gratuites s'articulent sur un profil générique, la particularité de la solution est de fonctionner sur un profil individuel qui va s'adapter, se muscler, se construire, s'améliorer dans le temps et délivrer effectivement des gains en termes de précision, de qualité de reconnaissance vocale améliorée. Alors, juste peut-être avant de commencer la démonstration, je voulais quand même mentionner que j'étais un utilisateur plutôt quotidien de cette solution parce que je l'utilise au quotidien pour optimiser ma production documentaire. J'ai énormément de rapports, de mails, de courriers, de rapports, etc. Mais que depuis pas mal de temps, je l'utilise aussi beaucoup en prévention des TMS, hein, globalement, pour soulager aussi les poignets, l'utilisation des mains, parce que c'est pas tout, on prend un peu d'âge. Et au bout d'un moment, on sent que ça chatouille un petit peu au niveau des poignets. Il y a des mauvaises postures, c'est vrai. Et globalement, l'utilisation de l'outil va amener un confort à l'usage. Donc là, dans la démonstration qui va suivre, je vais essentiellement me concentrer sur l'exercice de la dictée. Alors, déjà pour vous donner une idée sur la performance du moteur et sur la qualité de la reconnaissance vocale, et j'utiliserai aussi
quelques commandes vocales. Alors, des commandes pour éditer, pour sélectionner, pour corriger des mots, et aussi des commandes qui vont me permettre d'aller un cran plus loin, avec notamment la possibilité de piloter et de contrôler mon ordinateur à la voix. Donc, je vous propose tout de suite de démarrer. Je vais cliquer sur cette petite icône centrale qui va ouvrir le micro. Démarrer Microsoft Word. Appuyez sur Entrée. Appuyez sur Entrée. Police 14. Bonjour à toutes et à tous, nouveau paragraphe. Je suis ravi d'être à vos côtés aujourd'hui, et de vous présenter les bénéfices d'une solution professionnelle de reconnaissance vocale dans le monde de l'entreprise. Point. À la ligne. Alors, comment la reconnaissance vocale peut-elle aider à prévenir les troubles musculo-squelettiques liés à la saisie de texte sur ordinateur? Point d'interrogation. Nouveau paragraphe. Simplement, en dictant leur texte, les utilisateurs n'ont plus besoin de taper sur un clavier ou de manipuler une souris. Point. Vous diminuez ainsi la fatigue, la tension musculaire, les mouvements répétitifs associés à l'utilisation prolongée d'un ordinateur. Point. Magique, non, point d'interrogation. Icône sourire. Sélectionnez bonjour à toutes et à tous. Cher monsieur, chère madame. Sélectionnez d'une solution professionnelle. D'un logiciel professionnel. Insérez après chère madame. La directrice. Sélectionnez en dictant leur texte. Appuyez sur CTRL B. Haut du document. Insérez logo AINF. Sélectionnez tout. Enlevez ça. Autres effets positifs de la dictée sur la prévention des TMS de points. À la ligne. La reconnaissance vocale aide à diminuer les erreurs de frappe et d'orthographe, avec un double objectif, moins d'erreurs, ce qui signifie réduction du temps nécessaire à la correction, donc diminution de la tension musculaire et de la fatigue visuelle par la correction manuelle. Point. Nouveau paragraphe. On améliore également de manière significative la qualité et la vitesse de production des écrits, et dans le même temps, on diminue la charge mentale. Point. Tout comme la dictée de texte, le contrôle et le pilotage de l'ordinateur, tous les deux contribuent à réduire la fatigue et les douleurs musculaires liées à l'utilisation prolongée de votre ordinateur ou de votre clavier. Point. Sélectionnez tout. Police 8, Police 24, Police Times New Roman, Police Arial, justifier la sélection, Police 12, copier ça, nouveau document, insérer un tableau 3x4, bonjour, 1 vers la droite, 2 vers le bas, coller ça, sélectionner tout, police 8, pas du document. Vous pouvez également personnaliser la solution pour ouvrir des modèles de documents, faciliter ainsi l'édition de vos documents de travail les plus courants. Point. Nouveau paragraphe. Exemple. Ouvrir contrat de location.
Champ suivant. Insérer article. Sélectionnez le dernier paragraphe. Reformule ça. Reformule cela plus court et intègre une dimension philosophique. Raccourcis cela et apporte une dimension philosophique de points. Appuyez sur CTRL-V. Appuyez sur Entrée. Nouvel onglet. AINF. Appuyez sur Entrée. Bas du document. Haut du document. Cliquez sur AINF, prévenir les risques professionnels. Haut du document. Cliquez sur AINF, prévenir les risques professionnels. Afficher les liens. Prendre 24. Page en bas. Page en haut. Afficher les liens. Prendre 6. Rechercher les images de gâteaux au chocolat. Rechercher les images de Surface Pro. Fermer onglet. Onglet précédent. Onglet suivant. Nouvel onglet. DeepL. Appuyez sur Entrée. Je peux utiliser la reconnaissance vocale dans n'importe quelle application, virgule, comme ici dans une application web, virgule, mais aussi dans un CRM, dans un éditeur de fichiers PDF, virgule, sans faire aucun copier-coller. Directement à l'endroit du curseur, point. Dragon agit comme un clavier vocal en plus de votre clavier physique, virgule. La solution diminue les interactions avec votre ordinateur et soulage l'usage de vos membres supérieurs, point. Afficher le bureau. Afficher mes documents. Afficher mes images. Basculer vers Microsoft Outlook. Écrire un email pour Christophe Van Mighem. Insérer sujet. Barre d'espacement. Compte rendu de la réunion ce jour avec vous. Appuyez sur tabulation. Insérer réponse perroquet. Sélectionnez tout. Supprimez ça. Insérer ma signature. Créer un nouveau courrier. Christophe. Appuyez sur Entrée. Etc. etc. Voilà. Je coupe le micro. J'en ai terminé pour la démonstration. L'idée, c'était effectivement déjà de vous présenter un panel des fonctionnalités, peut-être pas exhaustif, mais en tout cas des nombreuses fonctionnalités d'une solution de reconnaissance vocale. Donc, vous voyez qu'on est largement au-dessus de la simple fonctionnalité de dictée. Bien sûr, on peut dicter classiquement. Et dans un premier temps, quand on découvre l'outil, effectivement, on va se familiariser avec l'outil, on va poser correctement sa voix, on va faire attention à poser les ponctuations correctement. Et ensuite, on a quelques commandes. On peut se limiter à 2-3 commandes toutes simples pour sélectionner
éditer, corriger un mot, ce qui va quand même libérer complètement l'usage des mains et de la souris, le plus possible en tout cas. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, en fonction aussi de la nature de la souffrance, eh bien, on a la possibilité d'aller, de piloter, de contrôler, d'ouvrir des applications, de basculer dans des applications, très simplement avec des commandes vocales qui existent, et on peut personnaliser la solution avec des commandes vocales personnalisées, où on va faire de l'automatisation de premier niveau ou un niveau plus avancé, de manière à répondre à des besoins. Alors effectivement, la thématique d'aujourd'hui, on est sur la prévention. En ce sens, la dictée vocale permet effectivement efficacement de réduire la douleur associée à un utilisateur, une tendinite, une tendinopathie. Et également, on l'utilise aussi à des fins de remédiation ou de compensation lorsque le handicap est là. Et on a forcément beaucoup de sociétés qui nous appellent pour nous dire, voilà, j'ai un utilisateur en souffrance, il a besoin de recouvrer de l'autonomie, et on a besoin, quels sont les outils disponibles sur le marché pour lui permettre de retrouver cette autonomie. Donc finalement, cette solution, elle intervient et elle agit autant en amont sur la prévention qu'après coup, malheureusement. Super, super. Merci beaucoup, Christophe. Merci également, Pascal, pour ta partie plus générale sur les TMS et les préventions des TMS au bureau. Je pense que c'est totalement complémentaire et je suis vraiment très content aujourd'hui de vous donner la parole pour justement montrer que la technologie peut aller plus loin que la prévention en quasi supprimant ce risque grâce à la dictée vocale. On va encore prendre quelques minutes si on a des questions parmi notre public de ce jour. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros et vos caméras si vous souhaitez poser une question à Christophe, à Pascal ou à moi-même. Est-ce qu'on a une première question? Sinon, moi, je vais me permettre d'en poser une et puis je vous laisserai poser les questions par la suite. Christophe, tu nous as montré l'avantage en termes de prévention et en termes de remédiation. Est-ce qu'il y a également, en termes d'efficacité, au niveau de la INF, on aime bien montrer également que la prévention, c'est aussi l'amélioration de la performance pour l'entreprise. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as des chiffres à nous donner concernant la rapidité entre la saisie et la dictée vocale? Oui, bien sûr, globalement, en fait, la moyenne d'un utilisateur au clavier, on va parler d'une moyenne française, mais globalement une moyenne internationale, elle n'est pas très élevée, hein, c'est 30-40 mots par minute avec son clavier. Une bonne secrétaire va taper autour de 60-70 mots par minute, et qu'une secrétaire très expérimentée va pouvoir atteindre 90, 100, 110 mots par minute. Donc quand je vous parle, et quand j'ai parlé tout à l'heure durant ma démonstration, j'étais plutôt autour de 160, 190 mots par minute. Donc quand vous dictez, vous êtes quand même entre 3 et 6 fois plus rapide d'utiliser la voix que de taper au clavier. Donc il y a vraiment, c'est vrai que c'est pour ça qu'on nos solutions, on vient les rechercher avec ce double objectif, c'est-à-dire améliorer la productivité de l'utilisateur, diminuer les charges rédactionnelles, évidemment, lui permettre de respecter parfois des deadlines parce qu'il a des obligations contractuelles et il faut qu'il produise ce qu'il produise. Et puis, on est dans un monde de plus en plus connecté où malheureusement, il y a de moins en moins de secrétaires pour nous assister. Il y a le CRM qui a fait son apparition. Ça demande beaucoup, 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 tous les commentaires, les annotations, beaucoup de saisies additionnelles en plus des mails. Et je dirais que notre solution, elle va s'adresser à tous ceux qui, ne serait-ce, passent 1 heure et demie par jour à dicter des mails. Vous êtes dans la cible et qui plus tard seront les utilisateurs concernés par les TMS, hein, globalement. Parce que plus vous passez de temps à taper sur votre clavier, tôt ou tard, eh bien, vous serez, les TMS sont là. Et elles nous guettent. Alors, j'utilise la reconnaissance, c'est vrai, tous les jours depuis des années, ce qui n'empêche pas de prendre un peu d'âge, et avec des tendinites qui font quand même leur apparition. Donc voilà, la reconnaissance allie ce double objectif en tout cas. Bien. Merci pour ces éléments-là. Je retiens à 3 à 6 fois et c'est facilement 6 fois, je pense, pour tous ceux qui tapent à deux doigts comme moi, deux doigts sur chaque main et n'ayant pas eu de formation de dactylo. Euh,
Autre question, je vois qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Une autre question, est-ce que ça fonctionne sur tout type d'ordinateur, PC, Mac? Alors, bonne question. Ça fonctionne. La solution est compatible sur PC. On a également des itérations qui sont compatibles sur smartphone, iOS et Android, ainsi que sur les tablettes, avec une définition, avec une notion de profil vocal individuel enrichi. Et on va retrouver cette même qualité de reconnaissance vocale, que vous soyez finalement en télétravail, au bureau ou chez vous. On a des solutions aujourd'hui innovantes, connectées, qui répondent aux critères du travail hybride, par exemple. Et je pense à quelque chose que je n'ai pas pu illustrer, mais l'intérêt de la solution également, c'est que le profil vocal est accessible. On intègre en fait un éditeur de vocabulaire. Il y a un corpus qui est composé de 300 000 mots, et on va pouvoir ajouter des mots, des expressions, des groupes de mots, parce qu'il n'y a rien de plus rageant que finalement de répéter toujours le même mot et que la même erreur se reproduise sans arrêt. Donc là, l'idée, effectivement, c'est qu'on aille dans cet éditeur, dans ce dictionnaire, et on va pouvoir personnaliser des mots. Ça paraît bête, mais en fait, les solutions qui le font sont assez rares. Et chaque mot, en plus, peut être personnalisé. Je pense notamment, parce qu'on a tous des accents, on en a du nord, du sud, etc. Il y a des fois, vous avez des mots dont la prononciation ne correspond pas à la forme écrite. Donc, on a vraiment cette possibilité de personnaliser l'ensemble des mots, des groupes de mots, des expressions, pour aller encore un cran plus loin et élever la précision globale de la reconnaissance vocale. Je suis désolé, c'était pas une question posée, mais je pense que ça faisait du sens aussi pour la prévention. Oui, je pense que c'est important parce qu'on est tous dans le milieu professionnel où on utilise des jargons techniques, des acronymes. En fait, chaque secteur a des acronymes bien particuliers. On personnalise une bonne fois pour toutes l'outil et ensuite, voilà, l'INF. Bon, je l'ai enregistré et maintenant, lorsque je dicte INF, bah, ça m'écrit comme je l'ai, comme j'ai envie, mais c'est vrai pour plein d'autres acronymes, hein. Absolument, absolument. Merci pour ces précisions. Est-ce que dans l'audience, peut-être quelques questions? Oui, apparemment, Oui, Madame Mollier. Allez-y, ouvrez votre micro, Madame. Oui, il faudrait juste ouvrir votre micro. Non, mais je Ah. n'ai pas de questions. Ah. Bien. Une petite remarque, parce que aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup en open space, hein, en espace où on est à plusieurs dans une même pièce. Est-ce qu'il peut y avoir des solutions ou des problèmes en tout cas avec justement le fait de parler? Alors on a bien sûr les collègues qui parlent déjà au téléphone, hein, tout autour de nous, donc la problématique existe déjà pour tous ceux qui doivent décrocher le téléphone, mais on peut également avoir des réponses où on ne veut pas partager la réponse avec ses collègues. On peut avoir une nuisance peut-être qui apparaît. Qu'est-ce que vous en pensez? oui, alors aujourd'hui, alors on voit fleurir dans les catalogues des fournitures de bureaux, vous savez ce qu'on appelle les phone box, hein, ce sont des cabines téléphoniques qu'on installe dans les bureaux où les personnes, ne serait-ce que pour téléphoner, sont contraintes de se déplacer, voilà, dans un endroit fermé, insonorisé, etc. Donc il faut prendre toutes ses affaires, son PC, etc. Il suffit que la personne ne réponde pas, il faut revenir à son bureau. Bref, bon, pour la dictée, bon, c'est un peu dommage que pour dicter des mails, il faille s'isoler quand on est en open space. Alors, il existe je vais l'enlever de ma housse, j'avais pas prévu de vous le montrer, mais voilà, des micros. Alors, je sais pas si on le voit à l'écran. Voilà, donc l'approche de la caméra, c'est un micro, voilà, comme ceci, où lorsque donc il est sans fil. Imaginons que je travaille, je veux dicter. Il me suffit en fait d'approcher mon micro près de la bouche et de parler en fait, tout simplement. Personne ne m'entendra. Donc c'est un micro qui permet en fait voilà, de transmettre du son sans être entendu. Alors ça marche également sur des téléphones, hein. Moi j'utilise pour téléphoner et dicter, dans le train par exemple, parce que j'utilise moi aussi la dictée au quotidien. Bah, j'utilise et la personne qui est à côté de moi, mais à 20 centimètres, hein, de moi, ne m'entend absolument pas. Donc c'est vraiment fait pour, parler sans être entendu. Voilà, ce petit micro est disponible, voilà, vous le trouvez sur Et c'est internet. pas, je pense que c'est pas anodin du tout, parce que
l'une des objections de la reconnaissance vocale lorsque justement elle est utilisée en open space ou en environnement partagé. Et bien souvent, on entend la même objection, c'est oui, mais j'ai l'impression de gêner mes collaborateurs déjà au téléphone, plus le bruit du clavier, mais en même temps d'être épiés. C'est-à-dire ils ne se sentent pas à l'aise dans l'idée de pouvoir dicter quelque chose de professionnel ou de personnel. Et là, effectivement, ben, plus personne n'est capable. Donc, sur la confidentialité de l'information, c'est quelque chose qui est également très intéressant. Et également dans les classes, des salles de classe, par exemple, un cas concret, des enfants dyslexiques qui ont besoin de recourir à leur ordinateur en salle de classe, mais pour cela, il ne faut pas qu'ils perturbent la vie de classe, ni celle des camarades, ni le professeur. Ils vont pouvoir dicter dans ce micro et du coup, personne ne les entendra. Oui, c'est d'ailleurs un micro qui a été, enfin qui est préconisé, par l'APF, hein, France Handicap, justement pour les personnes en situation de handicap, en particulier pour les troubles 10, effectivement, pour éviter de déranger tout le monde lorsqu'on parle à son ordinateur, ouais. Absolument. J'ai vu qu'il y avait Merci. une main Oui, tout levée, à fait. Eric, ouais. Merci en tout cas pour ces précisions, parce que c'est bien de lever justement les objections qui peuvent exister et profiter de ce webinaire pour montrer qu'aujourd'hui, bah, la technique évolue et les solutions arrivent progressivement. Alors, je vois qu'il y avait monsieur ou madame Clermont qui avait levé la main. Allez-y, on vous écoute. Oui, c'est Madame Clermont. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie pour cette présentation très riche, hein. Merci à vous trois. Alors, j'ai deux questions. La première, elle concerne la dictée vocale. Est-ce que la licence, elle a une durée de validité? Et puis, est-ce qu'on peut dupliquer, je ne sais pas si c'est une application, est-ce qu'on peut l'avoir sur le téléphone portable et en même temps sur l'ordinateur? Alors, peut-être je peux répondre. On a les deux modèles. On a à la fois les deux modèles technologiques et les deux modèles économiques. On a à la fois des licences qui s'installent localement sur le poste de travail qui sont des licences perpétuelles. Et on a des licences connectées qui sont de l'abonnement et de la souscription. C'est vrai, quand vous l'installez sur une tablette ou un smartphone, on est sur des solutions dites connectées, des solutions services. Et là, on est sur un modèle économique qui est celui de l'abonnement. Maintenant, on vient de sortir la toute dernière version. J'en profite puisque c'est vraiment d'actualité. C'était la semaine dernière. Et on a établi un pont justement pour faciliter le travail hybride, avec la possibilité pour celui qui l'utilise au bureau, avec un produit installé localement, ou celui qui continue de travailler en mobilité, dans le train ou ailleurs, et bien de pouvoir faire que le vocabulaire soit synchronisé dans ce beau monde, de manière à avoir encore une fois, de retrouver sa liste de mots, ses raccourcis de dictée, et d'avoir la même qualité, la même expérience de dictée, quel que soit le lieu géographique et quel que soit le PC utilisé. Donc, mais techniquement, on a les deux types de licences au catalogue. Après, voilà, ça en fonction du besoin, en fonction de la demande, on va étudier un petit peu, faire un petit diagnostic par rapport à l'utilisateur et son besoin. Ok, très bien. Et on peut avoir une idée par rapport au prix ou c'est confidentiel? Alors, je laisse Pascal sur la partie prix. Moi, en tant qu'éditeur, je ne parle jamais de prix. Ah, c'est facile, hein, c'est pratique, hein. Oui. Alors, en fait, c'est que pour moi, je suis en train de tester justement le Dragon et enfin, selon les explications, je crois que la licence est valable pour une entreprise. Donc, et moi, dans ma vie personnelle aussi, donc, j'utilise une seule main, donc parfois c'est très compliqué de travailler sur les écrans et je fais beaucoup de bureaux par rapport à mon métier. Donc, c'était voilà, c'était plus dans ce contexte-là pour avoir un peu d'idées. Oui, Alors, oui, il mais bien sûr, existe en alors, tout cas, pardon Pascal, une version entreprise. Et si l'entreprise vous donne l'accord que la licence peut être utilisée sur votre PC personnel, ça dépend de la politique et la compliance de Mhm. l'employeur. Mais on a effectivement ce type de licence existant au catalogue qui permet d'installer sur un ou sur plusieurs ordinateurs, là aussi en fonction du besoin. D'accord. Parce- oui, oui. Oui, alors ce qui est important si vous testez, Dragon, c'est pas une simple fonctionnalité, hein. Comme vous l'avez vu, Dragon a tout un tas de possibilités.
il faut impérativement, si vraiment vous voulez l'utiliser au maximum, c'est de demander une formation sur l'outil, hein. Alors nous, on en prodigue, mais quand on parle de formation, on n'y passe pas évidemment des journées, mais ne serait-ce que 2 fois 3/4 d'heure, c'est-à-dire 1 heure et demie au total sur la solution, c'est vraiment, vraiment indispensable pour avoir une bonne hygiène de dictée et vraiment utiliser le plus efficacement possible l'outil. Alors, quant au prix, évidemment, donc il n'y a rien de confidentiel. Alors, selon le modèle économique, on est en forme d'abonnement aux alentours d'une soixantaine d'euros par mois. Et pour le produit qui s'installe localement sur le PC, donc c'est une licence dite perpétuelle qui est à moins de 1 000 euros TTC. Donc dans les environs de 850 euros hors taxe. Voilà. Et si vous voulez conserver votre outil, enfin votre solution pour qu'elle soit pérenne dans le temps, on conseille de prendre une petite maintenance d'une centaine d'euros par année pour que vous ayez toujours les mises à jour. Voilà, donc grosso modo les prix et puis le petit accompagnement qui va derrière. Mais enfin, oui, on est sur 90 minutes, donc c'est pas le prix d'accompagnement est vraiment pas excessif, mais vraiment, je vous le conseille si vous êtes en test, voilà, quitte à prendre contact avec nous pour vous donner, ne serait-ce que vraiment à titre gracieux, quelques petits conseils pour que vous puissiez utiliser au mieux possible. Si vous n'avez l'usage que d'une main, des commandes vocales qui vous évitent de prendre trop souvent la souris aussi. C'est important. D'accord, très bien. Avec plaisir. Et alors, donc, la deuxième question, c'était par rapport au TMS, hein, concernant les pauses régulières. Donc, il y a des activités, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup d'autonomie sur leur liberté de prendre des pauses. Je prends l'exemple des centres d'appel, par exemple, qui vont travailler plus de 10 heures par jour. Donc, comment justement, nous, en tant que préventeurs, comment sensibiliser les employeurs ou bien les encadrants euh, à prendre en compte justement cet aspect dans l'organisation du travail? Bah, je pense que là-dessus, ça va plus être un message de prévention d'une manière générale. Faire de la prévention des TMS, c'est faire de la prévention générale pour tous les collaborateurs, que ce soit sur un centre d'appel ou pour un travail plus de secrétariat. Et il va falloir véritablement réussir à convaincre l'entreprise que l'amélioration des conditions de travail va améliorer la productivité des collaborateurs, que les deux choses vont ensemble en fait, et que c'est pas parce que vous autoriserez quelques minutes de repos dans 1 heure que à la fin de la journée, vous aurez perdu du temps de travail. Au contraire, vous aurez certainement moins d'erreurs de commises tout au long de la journée. Vous aurez limité la fatigue de la personne tout au long de la journée, ce qui va ralentir son travail. Et donc, il va falloir vraiment travailler sur ces aspects-là de mobiliser les croyances positives vis-à-vis des managers sur le fait que faire de la prévention, c'est aussi améliorer la productivité. C'est pas uniquement accorder du temps libre. Hein, il faut vraiment agir sur ce volet-là. Et je dirais, il n'y a pas il n'y a pas de lien entre des centres d'appel et obligatoirement des mauvaises conditions de travail. Voilà, il Oui, oui, faut oui. bien équiper, il faut bien former les gens pour qu'ils s'équipent correctement, qu'ils utilisent le matériel aussi correctement. Hein. Très souvent, on voit aussi des postes où l'employeur a mis à disposition des Exact. souris ergonomiques, un fauteuil avec les réglages nécessaires. Et par manque de formation, par manque de sensibilisation, ça va être les personnes qui vont ne pas prendre ces mesures-là pour leur propre prévention. Donc là-dessus, il y a un travail vis-à-vis des managers, il y a un travail vis-à-vis des collaborateurs aussi pour que les personnes fassent également euh, d'après les préconisations. Il y a vraiment ce travail de sensibilisation, il va faire dans les deux sens. Oui. Et quand on dit pause, hein, ce qui est important, et je me souviens que Benoît Corbin a vraiment l'ergonome qui m'a assisté pour la présentation, c'est vraiment changer le plus souvent
possible de posture, ne serait-ce que se mettre debout. Vous voyez, comme là, ça fait un peu plus d'1 heure que nous sommes assis. C'est tout simplement continuer lorsqu'on est au téléphone. C'est se lever, marcher. Maintenant, on a tous des téléphones sans fil ou des câbles relativement longs. C'est au moins s'extirper, on va dire, de sa chaise ou de son fauteuil pour marcher, ne serait-ce que quelques secondes, 1 minute, 2 minutes. Et ça, vraiment, il insistait, ça suffisait à remettre un petit peu, on branle un petit peu tout le corps, hein. Donc, c'est important. Quand on parle de pause, c'est également changer tout simplement de position et de rester debout un moment. Ouais. J'espère qu'on a répondu à vos questions, Madame Clermont. Oui, très bien. Merci beaucoup pour vos Voilà, réponses. au plaisir, au plaisir. Est-ce qu'on a une toute dernière question? Et puis après, on clôturera ce webinaire. Je vais laisser quelques secondes, voir si une nouvelle personne prend la parole. Bon, apparemment, on a dû répondre à toutes les questions. Je vais remercier Christophe et puis Pascal pour cette présentation. Avec Un plaisir, grand, avec plaisir. un grand merci à vous deux pour ces éléments techniques et qui nous donnent des perspectives dans l'amélioration des conditions de travail avec des outils performants, des outils, je dirais, qui vont nous permettre de progresser. Donc un grand merci. J'ai bien entendu tout à l'heure Pascal nous dire que tu étais présent sur Préventica à Paris et là, INF, on sera également présent sur Préventica. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes sur Préventica. Si vous avez besoin d'invitations pour le salon, n'hésitez pas à nous en faire part. On vous enverra les invitations pour que vous puissiez rentrer sur le salon. Et puis voilà, peut-être un petit mot de conclusion, Pascal et Christophe. Non, enfin moi personnellement, non. Donc je suis ravi. En tout cas, merci pour cette invitation. Et c'est vrai que la dictée vocale est un véritable moyen de prévention des TMS. On l'oublie trop souvent. Voilà, donc c'est toujours mieux, de prévenir qu'au guérir, comme on dit. On intervient, on se rend compte que nos solutions sont demandées lorsqu'il est presque trop tard, hein. C'est-à-dire que lorsque on a dû se faire opérer du canal carpien, ou on peut plus utiliser le clavier ni la souris. Enfin voilà, on est surtout après et voilà, on milite un petit peu pour qu'on pense à nous, ou du moins surtout aux solutions de dictée vocale avant en matière de prévention. Donc merci pour cette invitation en tout cas, Eric. Merci à toi. Un grand merci, Eric. Effectivement, pas mieux. En tout cas, effectivement, oui, je vois bien qu'on nous consulte souvent après coup, mais que l'idée, c'est de mettre le plus tôt possible la reconnaissance vocale dans l'équation, de manière effectivement à prévenir un petit peu de tous ces risques. Vous l'avez compris. Voilà. Donc, pas grand-chose de plus à ajouter. Mais un grand merci pour cette invitation. Merci à vous deux. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés avec nous jusque maintenant. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous donne donc rendez-vous sur un de nos prochains webinaires. Et en nous suivant sur LinkedIn, vous découvrirez nos prochaines interventions. Merci et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.